Je me suis toujours demandé si dans les sitcoms, oui, vous voyez de quoi je parle, si dans les sitcoms, les blagues, elles sont vraiment drôles ou c'est juste à cause des rires enregistrés. Ah ouais, c'est vraiment cliché. Cette vidéo est sponsorisée par Filmo. Je t'en reparle à la fin. Toi, oui toi, prépare-toi à te marrer, à te bidonner, à te tenir la panse, à t'esclaffer d'un rire tonitruant, sous cap ou carrément jaune. Et oui, merci Synonymo, hein. Prépare-toi donc à rire. Ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un cliché 100% série télé. J'ai nommé les rires enregistrés. Oui, c'est là, en effet. Alors oui, par contre, toi qui n'aimes pas ça, justement, reste. Parce que, si c'est un cliché qu'on connaît que à travers la télé, hein, oui, désolé, ce ne sera pas la main du cinéma aujourd'hui, mais la main des séries, ce cliché, il plaît pas à tout le monde. Et pour de bonnes raisons. Mais déjà, où est-ce qu'on l'a entendu pour la première fois? En fait, utiliser des faux rires, qu'on va appeler dans la vidéo des rires ajoutés, ça date pas d'hier. Il semblerait que dès le XVIe siècle, on payait des gens pour faire semblant de rire aux blagues des comédiens au théâtre. Hein. Ça a évité les malaises sur scène en cas de bide total. C'est sympa. Mais les vrais premiers rires ajoutés en tant que tels, on les retrouve en fait à la radio. Alors déjà, il faut savoir que, à leur création, les émissions étaient toutes enregistrées en public. Et oui, hein, les gens étaient plutôt habitués en fait à être entourés pour réagir ensemble en allant au théâtre, à l'opéra ou même au cinéma. Donc pour les premières émissions de radio, ça se passait avec un public. En 1946, l'ingénieur du son John T. Mullin achète en fait un magnétophone. À l'époque, il bosse pour une des émissions du comique Bing Crosby. Et un jour, durant l'enregistrement d'une des émissions, on a le comédien Bob Burns qui fait un sketch et en fait le gars il part tellement à volo que le public il fait que rire de plus en plus et de plus en plus longtemps et vraiment ça tourne à hystérie collective. Au point en fait qu'ils sont obligés de couper son passage de l'émission. Sauf que John T. Mullin, notre petit ingénieur du son, lui il a tout enregistré avec son magnétophone. En tout cas il a enregistré tous les rires. Et quelques semaines plus tard, en fait, il décide de les réutiliser lors d'un passage d'un comique qui, lui, pour le coup, fait pas trop rire les gens. Et c'est ainsi que sont nés ce qu'on a appelé ensuite les Laugh Tracks, ou rires enregistrés en français. Quand la télévision à grande échelle est inventée dans les années 40 environ, on est resté en fait sur cette idée qu'il fallait enregistrer en public et qu'il fallait pas rester seul devant sa téloche. Certaines émissions de comédie avaient même en fait des présentateurs. Et ça ressemblait plutôt à des comédie shows, hein, avec des sketchs qui entrecoupaient comme ça. Puis dans les années 50, il y a un tout nouveau format qui va révolutionner le petit écran, la sitcom. En mélangeant le cinéma et la télévision, on se retrouve en fait avec cette série fictionnée qui est tournée en studio et en public, avec une seule caméra et plusieurs prises. Mais bon, qui dit plusieurs prises, dit aussi que le public se fait un petit peu chier au bout d'un moment. Parce que, en vrai, est-ce que tu t'imagines devoir rire 5 fois de suite à la même blague du pingouin qui pète, avec le réel qui arrête pas de te dire non, c'est pas la bonne, et on la refait, et on la refait. Ça va être un petit peu relou au bout d'un moment. Et ça, pour le coup, ça se ressent dans les rires. Sans compter tous les faux raccords que ça donne ensuite au montage. Du coup, les studios se sont mis à bidouiller les rires en post-production en les rendant plus ou moins forts ou en les faisant durer plus ou moins longtemps. Bref, c'est ce qu'on appelle le sweetening en anglais, qu'on peut nous traduire par adoucir les rires. Et alors là, le roi du sweetening à l'époque, c'est un certain Charles Douglas. Charlie, c'est un ingénieur du son qui bosse pour la chaîne CBS. Et un jour, il a une idée de génie. Enregistrer des rires pour les réutiliser à la place du public. Parce qu'en fait, lui, à la base, il voulait pouvoir les utiliser quand le public n'était pas là et qu'il y avait encore des scènes à tourner. Donc, en 1953, Charlie se rend à l'enregistrement de l'émission The Red Skeleton Show, qui produisait à l'époque ce qu'on appelle des pantomimes. En gros, c'est des sketchs qui n'ont pas de dialogue et auxquels, en fait, on ajoute des musiques en post-production. Ce qui permet à notre Charlie d'enregistrer tous les petits rires du public sans bruit ou paroles parasites. Il fabrique alors une grosse boîte qui ressemble un petit peu à une machine à écrire dans laquelle il importe tous ces petits rires. Au début, il appelle ça la Audience Response Duplicator.
Ouais, c'est carrément à chier comme nom, hein. Et tout le monde lui fait savoir, hein. Donc, il commence à réfléchir et il finit par l'appeler la Laughbox, ou boîte à rire en français. Mais alors, comment ça fonctionne en fait? La Laughbox, ça ressemblait à ça. Une grosse boîte pleine de boutons, avec chaque bouton qui correspond à un type de rire. Du petit rire fluet d'une fillette, au rire bien gras de ton oncle après 3 verres de whisky, en passant par le rire de la mère de famille, ou celui du jeune cadre dynamique. Oui, après on est dans les années 50, hein. Faut pas non plus trop en demander en termes de diversité. Au final, la boîte à rire de Charles Douglas pouvait jouer jusqu'à 320 rires différents, ainsi que des applaudissements et plein d'autres choses super cool. Et ce qui est rigolo, c'est que Charlie, il en jouait vraiment comme dans un instrument de musique, hein, que ce soit en post-production ou même parfois directement sur le plateau de tournage. Une sorte en fait de piano à rire. J'aime trop l'image, ça doit être trop cool. Et pour le coup, notre Charlie Douglas, il était hyper protecteur de son invention, hein. Et pendant près de 20 ans, personne d'autre ne savait comment ça fonctionnait. Et ouais, jusqu'aux années 70, tous les rires des sitcoms que t'as déjà pu entendre, dans Ma sorcière bien-aimée ou Papa Schulz, c'était la Laughbox de Charlie. Il était la seule personne du tout Hollywood à faire ce qu'il faisait. Et si la boîte commençait à merder, en fait il l'a planquée dans les toilettes, histoire de la réparer pour que personne ne puisse voir son contenu. Pas du tout parano, hein, le monsieur. Non, pas du tout. Et justement, pour le coup, ça me rappelle une citation que j'avais lue de Chuck Palahniuk, tu sais, c'est celui qui avait écrit le livre Fight Club, et qui disait « La plupart des rires enregistrés à la télévision datent du début des années 50. Aujourd'hui, ces gens qu'on entend rire sont probablement morts. » C'est super bonne ambiance ici, dis donc, hein. Bien sûr, dès les années 80, il y a d'autres personnes qui ont commencé à développer leur propre machine, hein, parce que la moula. Toujours la moula de toute façon. Et pour le coup, on a même un exemple de coulisses de comment ça marche dans la série The Munster. Usually, Pratt has a free hand in deciding where the new laughs will go. Here's the same scene sweetened. Mais en vrai, de manière générale, on s'est un petit peu calmé sur la Laughbox vers la fin des années 70. Parce que oui, en fait, tout le monde n'est pas fan, hein, et je ne parle pas que de toi. Et il y avait même des producteurs qui devaient vraiment se battre pour que, en fait, on leur impose pas des rires enregistrés dans leur série. Genre, par exemple, pour MASH, qui est une série absolument mythique américaine, dans laquelle, en fait, on suit une compagnie médicale durant la guerre de Corée. Et on a le producteur, donc Larry Gelbart, qui en fait a dû jouer des coudes pour qu'on l'oblige pas à mettre des rires enregistrés pendant des scènes d'amputation, par exemple. C'eût été de mauvais goût. Par la suite, les gens en ont juste eu marre, hein, qu'on leur dise quand et comment il faut rire, hein. Du coup, dans les années 80-90, on voit apparaître des séries qui sont tournées à plusieurs caméras et avec un vrai public, hein. Il y avait même en fait des petits cartons en début d'épisode pour dire Cheers is filmed before a live studio audience. Et en fait, ça permettait de rendre ça beaucoup plus naturel et de se démarquer des séries qui utilisaient la Laughbox. Alors oui, hein, impossible de parler des années 90 sans citer LA sitcom de référence. Je parle bien sûr de Friends. Sorti en 1994, Friends est la sitcom la plus regardée pendant 10 ans. Et si tu pensais que les rires étaient faux, t'as pas complètement tort. On y est complètement raison en fait. Friends, c'est une série qui est filmée en multicaméra devant un vrai public. Et ça pouvait aller parfois jusqu'à 300 personnes pour certains épisodes. Mais contrôler des centaines de personnes qui rient tous ensemble, c'est pas facile. Du coup, la majorité des rires étaient en fait adoucis en post-production. Et oui, c'est le grand retour du sweetening des années 50. Sometimes the audience responds too big. If I went with the actual laugh, so that laugh is still going through her next line into his next reaction. And it's 5-6 seconds. And in TV land, that's an eternity. Sometimes we have to put in a laughter that is shorter. Sometimes we do it to get it over with quicker. En plus, avec l'arrivée du montage digital, plus besoin de se trimballer la grosse Laughbox. Tout est sur l'ordinateur directement. En fait, les seuls vrais faux rires qu'on entend dans Friends, c'est quand les scènes sont tournées en extérieur, pour lesquelles il n'y avait pas de public.
Malheureusement, à ce moment-là, c'est déjà le début de la fin. Parce qu'en fait, avec l'arrivée de plateformes comme HBO ou de séries à la The Office, les rires ajoutés, c'est terminé. Caput, finito. En fait, on considère que le dernier épisode de The Big Bang Theory, qui est tourné en 2019, sonne un petit peu le glas des Love Tracks, car toutes les séries ont arrêté de l'utiliser à partir de ce moment-là. Toutes ? Non, un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur, à la modernité. Et ouais les gars, cocorico, on va parler de la France et revenir quelques années en arrière aussi. La première sitcom française à utiliser des rires ajoutés, c'est Maggie, sur Antenne 2, sortie en 1985, adaptée de la série américaine Maude. En fait, la première saison s'est faite devant un vrai public. Comme ça coûtait beaucoup de moula, ils ont décidé de passer au rire enregistré dès la seconde saison. Et vu que ça marchait bien, t'as tout plein d'autres boîtes de prod qui s'y sont mises, comme la king de la sitcom à la française, j'ai nommé AB Productions. Hélène et les garçons, Salut les musclés, Premier baiser. Et oui, toutes ces séries utilisent des rires enregistrés pour ponctuer les blagounettes de José Framboisier et Jérôme. J'avoue, j'ai jamais regardé. J'ai vraiment juste pris la page Wikipédia. Faut dire aussi que le rythme de production était assez infernal à l'époque. Quelques jours d'écriture, une journée de tournage, une journée de montage et une demi-journée de mixage pour chaque épisode. Comparé à Friends, on était plutôt à une semaine de montage par épisode. Tu m'étonnes qu'ils utilisaient des rires déjà enregistrés. Et avec ça, forcément, AB Productions a commencé à régner sur le monde de la sitcom en France jusqu'à la fin des années 90. Et après ça, est-ce qu'on s'est calmé? Eh non. En 1998, c'est Canal+ qui s'y met avec H, qui était, comme Friends, tourné en public, mais avec un sweetening bien plus poussé. Et alors qu'on pensait que les rires ajoutés étaient morts en 2019? Que nenni! Puisque toute l'équipe de H, en fait, a repris du service avec Terminal, qui est sorti en 2024, et qui, comme à l'ancienne, était tourné en public. Bref, t'as compris que les rires ajoutés et enregistrés, ça existe en fait depuis longtemps et de partout. Mais pour autant, moi je connais beaucoup de monde qui en fait n'a jamais pu regarder des séries comme Friends ou The Big Bang Theory à cause de ça, à cause de ces rires enregistrés en fin de blague. Genre c'est limite un rejet épidermique. Mais en fait, pourquoi ça leur fait ça? Pourquoi ça te fait ça? Alors déjà, on va être honnête, personne n'aime les rires ajoutés. Quand j'en parle autour de moi, il y a vraiment, on va dire, deux cas. Ceux qui s'en foutent et ceux qui détestent ça plus que tout au monde. En fait, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Mais du coup, si personne n'aime ça, pourquoi est-ce que ça a continué d'être utilisé en fait si longtemps? Et est-ce que ça fonctionne réellement? Oui en fait. Parce qu'en fait, dès les années 70, il y a eu des études qui ont été menées et qui ont démontré que les gens rient plus fort et plus longtemps lorsqu'en fait on utilise des rires additionnels. Bon, par contre à l'époque, c'était pas encore allé chercher le pourquoi du comment que ça fonctionne, mais depuis, on a un petit peu plus fouillé et il y a donc quelques raisons. Déjà, c'est une question d'habitude et de rythme. Les rires ajoutés, en fait, c'est un héritage à un certain type d'humour qui ressemble plus à ce qu'on voyait, par exemple, au théâtre ou au stand-up avant qu'il y ait la téloche. C'est vraiment un rythme qui est propre à ce genre de série. Un rythme qu'on perd, en fait, complètement si on enlève les rires enregistrés. Est-ce que tu as déjà regardé une de ces séries sans rire? Hey, Howard, did you see that... I'm over here, Sheldon. That was a close one. I almost went home with that guy. Ouais, je sais, c'est ultra cringe. Même moi ça me... En fait, on se rend compte que certaines blagues ne sont pas drôles en elles-mêmes, mais qu'avec les rires ajoutés, ça peut les rendre rigolotes. C'est un petit peu comme quand tu te fais une blague dans ta tête et qu'elle sort vachement moins drôle que quand tu l'as dit en vrai, ou que tu essayes de faire de l'humour dans une langue qui n'est pas ta langue principale. Tu te rends compte qu'en fait, t'as pas le bon rythme. Les rires additionnels permettent en fait d'imposer ce bon rythme et donc de faire marcher des blagues qui seraient pas forcément drôles autrement. Le rire, c'est aussi une affaire de pression sociale, même face à une blague pas drôle. Quand on est avec d'autres gens,
On a tendance à se conformer à l'état général de la pièce, hein. Surtout si on est venu dans un même but, comme celle d'un spectacle comique par exemple. T'as forcément déjà rigolé à une blague, alors que en y réfléchissant par la suite, tu t'es rendu compte qu'elle n'était pas forcément très drôle. Mais que comme tout le monde a ri, toi tu as ri en mimétique avec les autres. Mais la nature sociale du rire va encore plus loin. Alors attention, hein, parce que là, maintenant on va parler de neurosciences. Hein. Et oui, je t'ai pas dit, hein, mais j'ai passé ma petite thèse entre midi et 2. Ta gueule! Le rire est automatique et communicatif. D'après une étude de l'Université College of London de 2006, qui étudiait les zones du cerveau en réaction au rire, on s'est rendu compte que les gens souriaient automatiquement quand ils entendaient des rires. Du coup, les rires enregistrés, ils nous font rire par mimétisme, ou est-ce qu'on peut quand même rigoler à des blagues de sitcom sans être influencé par les autres? Eh bien, sache que le cerveau humain est super bien foutu, parce qu'en fait, il sait faire la différence entre un rire sincère et un faux rire. Et forcément, il réagit différemment en fonction des cas. Dans une étude de 2013, toujours de la University College of London, on a trouvé que quand on entend un rire sincère, on a un vrai rire émotionnel en réponse. Alors que quand on entend un rire qui sonne faux, on rit juste par mimétisme. Du coup, si on extrapole, entendre des rires enregistrés, ça nous donne une réponse moins émotionnelle que lorsqu'on entend un vrai rire d'un vrai public adapté à la situation. Ou qu'on décide de rire tout seul à une blague. Et des bonnes blagues, il y en a plein dans le catalogue de Filmo qui sponsorise cette vidéo. Et ouais, tu l'avais pas vu venir celle-là. Et pour le coup, ils ont une nouveauté à vous proposer et je suis beaucoup trop contente parce que c'est vraiment trop chouette. Puisque Filmo est maintenant disponible sur YouTube. Ici. Et ouais, la première plateforme de VOD française 100% cinéma vient d'ouvrir sa Primetime Channel, ici même sur YouTube. Il y a toujours plus de 1000 films à découvrir ou redécouvrir, de plein de styles et genres différents. Tu peux aussi accéder directement à leurs émissions gratuites, comme Le Studio, qui est présenté par l'excellent Nico Pratt. T'as un essai gratuit, puis c'est 6,99 € par mois pour avoir un accès à plus de 1000 films depuis ton YouTube. Et là, vu qu'on parle de rire, laisse-moi te conseiller quelques petites comédies qui sont dispo sur Filmo. Par exemple, Francesa de Noah Baumbach et Greta Gerwig, ou encore Rushmore de Wes Anderson que j'adore. Ou évidemment, Hundreds of Beavers qui est une exclue Filmo et qui est hilarant. Je t'ai mis évidemment toutes les informations en description et en vrai c'est beaucoup trop cool. Maintenant t'as juste à cliquer et t'es directement sur YouTube. C'est trop bien. Bon, après les rires enregistrés, il y en a qui détestent vraiment ça. Et pour le coup, on n'a pas attendu les sitcoms des années 90 pour en avoir marre. L'acteur et producteur David Niven disait « Les rires enregistrés sont le plus grand affront possible à l'intelligence du public et jamais je ne les utiliserai dans mes projets. » Et ça, il l'a dit en 1955, soit seulement 2 ans après l'invention de la Lavebox. Il l'avait vu venir le bougre. Et c'est vrai que les rires enregistrés, pour certains, c'est vraiment un no-go total. Hein. Ça gringe, ça met limite dans un état d'énervement, et en fait, ça te sort complètement de la narration. Et en fait, c'est tout à fait normal. J'ai fait un petit sondage il y a quelques semaines sur mon Twitter, X, enfin, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, et pour le coup, vous êtes très nombreux à avoir du mal avec ça. Je trouve ça forcé et ça me sort de l'épisode. Je déteste ça, ça m'énerve de ouf, on dirait une indication en mode « Ah là tu dois rire, si t'as pas ri, c'est que t'as pas compris la blague ». J'ai l'impression qu'un type débarque dans mon salon avec un panneau « Applause ». Je n'aime pas qu'on me dise quand je dois rire. En bref, on n'aime pas être pris pour des tout simplement. Quand on est spectateur, on veut vivre une histoire, sans se la faire dicter. C'est ce qu'explique en fait le professeur Marty Murphy de l'université de Western Sydney, qui lui est spécialisé en écriture comique. Pour lui, ces rires créent en fait une distance entre ce qui se passe à l'écran et nous. Quand tu regardes un film ou une série, tu ressens des émotions comme la joie, la tristesse, la colère, etc. Et c'est normal parce qu'en fait, tu es en empathie avec les personnages et l'histoire, au point même parfois d'oublier que ce que tu es en train de regarder, c'est une fiction. Et pour le professeur Murphy, les rires enregistrés empêchent justement de faire ça. À chaque fois que tu entends un rire, ça te rappelle que ce que tu regardes, c'est pour de faux. Et donc, tu as cette impression d'être sorti de l'histoire. Et donc, par écoulement, ça fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la narration ou à tomber en empathie avec les personnages. Bon, après, est-ce que c'est mauvais pour autant ? Pas forcément, hein. Parce qu'en fait, avec cette distance, ça te permet aussi parfois de pouvoir rire de choses auxquelles t'aurais pas rigolé de base. Quand on est méga impliqué émotionnellement dans un personnage, on n'a pas envie de rire de ses malheurs, par exemple. Mais grâce au rire enregistré et avec cette distance qu'il crée, on se rappelle que c'est juste une comédie.
enfin, que c'est une fiction, quoi. Et on s'autorise à rire de trucs pas forcément drôles. C'est un peu la même technique qu'ils utilisent dans The Office avec tu sais, les pauses ou les regards caméra. En fait, c'est pour donner une sorte de safe place au public et lui dire « C'est bon, t'as le droit de te marrer, c'est pas pour de vrai, t'inquiète. » Mais pour autant, je comprends que certaines personnes n'aiment pas et je trouve ça ultra intéressant justement de pourquoi ça vous crée... Enfin, n'hésitez pas à en parler, qu'on puisse en parler dans les commentaires parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment personnel à chaque spectateur et j'aimerais trop essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui le ressentent ultra comme un mal-être alors que d'autres, comme moi, on s'en fout complètement. Bref, en fait, on a tous un avis sur les rires ajoutés. En fait, qu'on aime, qu'on s'en fiche ou même qu'on déteste ça autant que si on avait tué votre chien, même si c'est quand même un petit peu plus grave de tuer son chien quand même. En fait, ça prouve que c'est un cliché qui laisse pas de marbre. Hein. Et est-ce qu'on ne jugerait pas la qualité d'un cliché et le fait qu'il fasse autant d'effets, par exemple? Merci encore d'avoir regardé cet épisode de ces clichés qui, je dois vous l'annoncer, est potentiellement le dernier de la série. J'ai adoré faire ce format, c'est très très chouette. Mais pour le coup, il a un peu du mal à trouver son public. Je sais que vous êtes là et ça me fait trop plaisir, mais il est très long et compliqué à faire. Je travaille énormément avec ma co-autrice Lucille qui m'a aidée pendant toute cette année à faire ce format et qui est trop forte et vraiment, n'hésitez pas à donner plein d'amour en commentaire. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu trop d'investissement pour un format qui ne fonctionne pas si bien que ça et malheureusement c'est le problème avec YouTube, hein, on essaye toujours de faire des choses qui fonctionnent et évidemment n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de laisser un petit commentaire, tout ça, on adore, on est trop contents et bon début d'année 2025, voilà, hein, c'était trop bien, chouette, youpi. Oh bordel.